Au petit matin, Saint-Louis semble posé sur l'eau, comme un mince fil de terre entre ciel et fleuve. « 2 kilomètres de long, 300 mètres de large, l'île Saint-Louis se love entre les deux bras d'un fleuve mythique, le fleuve Sénégal. Un long fil de sable la protège de l'océan Atlantique et de ses rouleaux. C'est la langue de Barbarie. Pour découvrir Saint-Louis, il faut traverser le grand bras du fleuve, emprunter le pont Faidherbe, seul lien avec le continent. Ce monument de fer construit à la fin du 19e siècle dans le style Eiffel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un magnifique ouvrage, le poumon de Saint-Louis. Il offre un spectacle permanent. Flot incessant des marcheurs sur sa passerelle. Passage bruyant des véhicules sur ses lames de fer. Mais après 112 ans de bons et loyaux services, le pont est en mauvais état. Un plan de sauvetage sans précédent a été décidé. Les travaux ont commencé il y a quelques semaines, sous la direction d'Oumar Seck, un ingénieur sénégalais. Pour mieux se rendre compte de l'urgence de ce chantier, il nous emmène sous le tablier du pont. Regardez actuellement l'état actuel de la poutre principale. On enlève les écailles, regardez, ça vous l'enlevez à la main, regardez, regardez. Donc l'état de délabrement actuellement de cette poutre. Et c'est la poutre principale qui supporte tout le pont. Je ne m'attendais pas à cet état-là. Mais la première fois quand je suis passé, que j'ai regardé le pont, je suis passé sous le pont que je l'ai regardé, j'étais vraiment surpris. Le chantier doit durer 2 ans. C'est le plus important jamais entrepris à Saint-Louis. Ce pont n'appartient pas seulement aux Saint-Louisiens, ça appartient à tout le pays, à toute l'Afrique, à tout le monde entier. C'est un patrimoine classé. Moi, en tant que Sénégalais, si je vois un ouvrage comme ça, que j'ai commencé à voir depuis le bas âge à l'école, sur les cartes postales, sur les timbres-postes et tout, et maintenant je travaille sur ce pont-là, franchement, ça me fait une fierté extraordinaire. Les blessures sont profondes, impossible de réparer. Il faut tout remplacer. Un travail de titan, rendu possible grâce à un système ingénieux et spectaculaire. Bientôt, les anciennes travées quitteront leur socle sur d'immenses barges. Elles seront remplacées par de nouvelles, identiques. Une renaissance pour Saint-Louis et son fleuve, car le pont retrouvera son arche pivotante. Il laissera à nouveau passer les bateaux. Et la navigation reprendra après des années d'interruption. Saint-Louis retrouvera son rôle historique, celui de porte d'entrée vers l'Afrique intérieure. Le fleuve Sénégal, long de 1750 km, traverse le désert de Mauritanie, le Mali, jusqu'à sa source, en Guinée. Cours d'eau, cours de vie, qui lui a apporté ses richesses. Saint-Louis fut en effet l'une des cités les plus rayonnantes d'Afrique de l'Ouest. Elle en a conservé un riche patrimoine. Une architecture unique et surtout métissée.
Ici, se mélangent les influences africaines et européennes. Maisons aux couleurs chaudes, façades sobres et élégantes. Ambiance qui rappelle le sud de la France. Car ce sont les Français qui fondent Saint-Louis il y a 350 ans et lui donnent le nom de leur roi. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Louis la Métisse est en train de renaître. Grâce à des hommes et des femmes passionnés qui se battent pour sauver ses trésors. Comme Marie-Caroline Camara, une figure de Saint-Louis qui est tombée amoureuse de son patrimoine. Née en France, de mère normande et de père sénégalais, elle est revenue vivre ici il y a 3 ans. Elle y a retrouvé une grande partie de sa famille. Ça va bien, Camara, ça va bien. Comme le marchand de journaux. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non, Pas encore. C'est pour ça que je ne suis pas de très bonne humeur. Ah, il vous attend, Ça va venir hein, après. il vous attend. Un cousin à la mode du pays. Ah, comme tous les Camara. Ils n'ont pas de lien de sang. Ah, ouais, c'est sûr. Mon cousin, Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie. En fait, on a le droit de se plaisanter comme ça. Nous sommes cousins. Voilà. Donc On c'est... peut se dire n'importe quoi. Oui, même des choses très méchantes, mais sous couvert de plaisanterie. Personne ne va se fâcher. Non, non. Même si vous êtes président de la République. Oui, voilà, Ça passe. voilà. En plus, on peut se plaisanter indépendamment. Les nobles peuvent plaisanter Voilà. et les castés peuvent plaisanter les nobles. Ça dépasse toutes les barrières de hiérarchie sociale. Ça n'a plus aucun rapport. C'est plus important que tout. Donc, ce qui nous lie, c'est ça. C'est ce qui lie les Diraté, les Cissé, les Touré, tout ce cousinage à plaisanterie qui fait que beaucoup de gens disent c'est peut-être pour ça aussi que le Sénégal vit en paix. C'est qu'on voilà, on sait régler les choses comme ça, à travers ça. à tout à l'heure. Merci, monsieur Diraté. Depuis qu'elle est revenue vivre ici, Marie-Caroline est très active pour sa ville. Elle s'occupe entre autres de la Gazette de Saint-Louis, un journal qui relate les événements de l'île. Ce matin, elle a rendez-vous dans une rue du centre. Ici, un chantier vient juste de commencer. On restaure une maison du 19e siècle qui menaçait de s'effondrer. Un petit événement que Marie-Caroline ne veut pas rater pour sa gazette. Eh, ça fait plaisir de voir ce chantier. Ça va bien ce matin? Alors comment vous allez faire? Parce qu'on voit les madriers, certains sont très abîmés. Ces meubles-là, on va les changer. D'accord, On va mettre là au balcon. d'accord, On va tous les enlever et mettre des bassins tout neufs. d'accord. Ils vont tenir le balcon et le vent. Bah, ça me fait très plaisir. Parce qu'en plus, c'est une maison où habitent des artistes. Donc des artistes dont on a parlé des fois dans la Gazette. Et à chaque fois qu'on montait là-dedans, on se disait, mon Dieu, on va passer à travers du plancher. Donc là, je me dis, bah, il y a une belle maison de plus de sauver. C'est un jeune entrepreneur saint-louisien, Souleymane Sarr, qui réalise les travaux. Il a le goût du patrimoine et des restaurations à l'ancienne. Pendant des années à Saint-Louis, on a étouffé les murs de briques sous du ciment. Le but aujourd'hui est de le remplacer par de la chaux pour les laisser respirer. La chaux, c'est la marque de fabrique des vieilles maisons saint-louisiennes. Allez, on peut rentrer dans ce chantier. Elle est superbe cette cour, c'est vrai. Petit tour d'inspection avec Marie-Caroline et Souleymane. La famille qui habite cette maison est ravie de ce chantier qui débute. Salam alaikum. Madame Diallo, ça va bien? Oui, moi ngi fi rek. Ana waa kër ga? C'est bien. Oui, j'avance, hein, je progresse, hein, moi ngi jàng. C'est intéressant, ouais. Elle est belle votre maison, Tito. La famille est modeste. C'est donc une association franco-sénégalaise qui finance les travaux. Elle redonne aux demeures anciennes leur cachet d'antan. Mais pour quelques maisons sauvées, combien de trésors d'architecture sont à l'abandon? À quelques rues de là, Marie-Caroline veut nous montrer une maison qui lui tient particulièrement à cœur. Derrière cette façade se cache l'un des plus beaux exemples du style saint-louisien. Alors là, on est dans la maison Morel et Prom.
très très belle maison de commerce, une des plus jolies de la ville, une des plus jolies cours de la ville pour tous les architectes. Au XIXe siècle, l'âge d'or de Saint-Louis, toutes les maisons de commerce étaient construites sur le même modèle. Une cour centrale desservait les entrepôts au rez-de-chaussée. À l'étage, une galerie ouvrait sur les pièces à vivre. Aujourd'hui à l'abandon, cette maison fut pourtant la demeure de commerçants bordelais qui firent fortune dans la traite de la gomme arabique. Là, on a une très belle vue en fait sur cet îlot. On imagine bien les bateaux à quai avec la partie déchargement et entrepôt de ce côté. Et puis on voit bien de ce côté-là la rue Blaise Diagne, les rues commerçantes. Et on voit bien que l'autre côté était la partie commerce. Donc déchargement, entrepôt, commerce. Et puis au milieu, cette jolie zone qui permettait aux gens de séjourner tranquillement. Le bâtiment conserve aussi les traces d'un autre commerce, moins glorieux, celui des esclaves. Voilà. Donc là, on rentre dans une des esclaveries. Morel et Prom, il y avait des esclaves destinés à la traite et il y avait aussi les esclaves de case, qui étaient souvent des esclaves qui étaient rachetés et qui s'occupaient de l'entretien de la maison, qui étaient... on dit qu'ils faisaient un peu partie de la famille. Tout se discute. Le lieu sert aujourd'hui de cave. Rien n'est fait pour conserver la mémoire de cette histoire douloureuse. Saint-Louis a pourtant joué un rôle central dans la traite négrière. Les esclaves venus de l'intérieur des terres y étaient détenus avant d'être emportés vers les Amériques. Le rez-de-chaussée de la maison abrite encore 2 rangées de cellules, étroites et sans lumière. On voit qu'à l'extérieur du bâtiment, il y avait quand même des meurtrières qui devaient laisser passer un petit peu d'air, mais c'était quand même des conditions qui devaient forcément être très difficiles si on imagine les maladies qu'il y avait aussi à l'époque. Même maintenant, on craint un petit peu le paludisme. Alors imaginons les épidémies. Et puis bien sûr, c'est des gens qui étaient là, contraints de force. C'était forcément des moments difficiles. Donc vous pensez que ce sont des lieux qu'il faudrait respecter un petit peu mieux peut-être? Je crois qu'ils font partie de l'histoire du Sénégal, et ils font partie de l'histoire de l'humanité, et c'est important d'essayer de les sauvegarder en termes de témoignages pour le futur. Marie-Caroline se bat donc aux côtés du maire pour faire ici un lieu de mémoire. Nous sommes fin décembre. Dans les rues de Saint-Louis, c'est l'effervescence, car on prépare le carnaval de fin d'année. La fête des fanales, qui célèbre l'histoire métissée de la ville et son architecture classée. Dans le secret d'une cour intérieure, des menuisiers sont en plein travail. Ils fabriquent un fanal. Cet ouvrage charpenté, décoré de couleurs vives. Le fanal est une reproduction miniature d'un monument de la ville. Chaque quartier a le sien. Une fois terminé, il mesurera 5 mètres de haut. Le soir du carnaval, il sera illuminé et cheminera dans les rues de Saint-Louis. Il se fabrique toujours à l'abri des regards. Son secret sera bien gardé jusqu'au défilé qui aura lieu dans 2 jours. Un peu plus loin, dans un atelier de couture de la ville, on prépare aussi en secret des costumes pour le carnaval. De jolies Saint-Louisiennes font des essayages.
bàyyi léegi mu wadd. Nous sommes chez Madeleine Nyang, une styliste en vogue au Sénégal. Saint-Louis a toujours été réputé pour l'élégance et la beauté de ses femmes. Une tradition que Madeleine poursuit. C'est des robes à l'ancienne dans le temps des années coloniales. C'est la reconstruction des robes françaises, mais améliorée à l'africaine, à la saint-louisienne, on peut dire. Hein? Le carnaval est un temps fort de l'année. Pour sa gazette, Marie-Caroline a le privilège de découvrir les costumes avant tout le monde. Il y a une vraie effervescence. Cette cérémonie, cette sortie du fanal avait disparu depuis un certain nombre d'années. On fait revivre cette tradition. Donc, je crois parce qu'on a le souci de l'élégance et de la fête déjà, parce que l'ensemble des Saint-Louisiens sont très attachés à leur patrimoine. Donc, on est dans une grande période de fête. Robes à la française, coiffes africaines, profusion de bijoux. Ces tenues évoquent le temps des Signares. Les Signares, ce sont les femmes et les filles des couples mixtes qui se sont aimés à Saint-Louis. Femmes de cœur et de tête, une fois les hommes repartis en Europe, elles conservaient leur commerce et les faisaient fructifier. Une aristocratie prospère et surtout métisse est née. Les Signares ont joué un rôle majeur dans l'histoire si particulière de Saint-Louis. Aujourd'hui, ces costumes se portent uniquement pour des grandes occasions. Et les jeunes Saint-Louisiennes s'en amusent. Entre filles, c'est un petit peu rigolo de porter ce genre de costume comme ça. Je peux dire qu'on est même en train de se moquer entre nous. Ça fait revivre les années pour les dames. C'est très beau, c'est très beau. Porté par vous comme ça, de revivre ça quelques instants, quelques heures, c'est vraiment extraordinaire. Pour voir ces belles Signares, les Saint-Louisiens devront encore patienter quelques jours. En cette période de carnaval, toutes les familles organisent des repas de fête. Saint-Louis est connu pour sa convivialité et le raffinement de sa cuisine métissée. Au marché, nous retrouvons Madeleine et sa sœur Anna. Elles sont en pleine négociation avec une marchande de poissons. Il faut discuter ferme pour obtenir un bon prix. Ces belles pièces ont été pêchées le matin même en mer. On vient d'acheter le dème. C'est le poisson typique de Saint-Louis? Tout à fait, typique de Saint-Louis. On a un plat qu'on confectionne avec ça. Et ce plat, ça s'appelle dème. Le dème, ça veut dire mulet et farci avec une farce, mélange à l'européenne, à l'africaine et tout ça. C'est ça comme ça. Maintenant, on va sortir et là où on a vu les salades, c'est là-bas. Les ingrédients qui vont avec, comme les légumes, petits trucs, tous les tralala comme ça. Le mulet à la Saint-Louisienne est un mets aux influences multiples. Certains ingrédients utilisés étaient inconnus en Afrique avant l'arrivée des Européens. Ils lui donnent un caractère unique. Sa préparation est un véritable rituel. Et il faut un sacré tour de main. Comme vous voyez, une fois qu'on a dépecé la chair, et voilà ce que ça donne. Donc on a la chair ici et la peau, ça se présente comme ça. C'est un peu comme si vous aviez déshabillé le mulet. Voilà, voilà, exactement. On a déshabillé. Pour confectionner la farce, il faut malaxer longuement la chair du poisson.
Madeleine y incorpore les différentes saveurs. Pilon, mortier, des gestes ancestraux. Nous sommes bien en Afrique. À un détail près. Maintenant, on va intégrer le pain qui amène en quelque sorte le métissage. Que la combinaison de lait et pain. Je le goûte, hein. Ouais, c'est délicieux. La farce est à point. Place maintenant aux travaux de couture. Une fois recomposés, les mulets vont cuire longuement sur des charbons de bois. Une cuisson traditionnelle dont Madeleine a le secret. Je vais mettre maintenant le couvercle à l'envers. Et maintenant, on va mettre quelques braises, juste quelques braises. Étalées comme ça. C'est comme ça que j'ai vu mes ancêtres faire, mes grands-parents faire et ma mère faire. Donc ça permet aux poissons de cuire par en bas et par en haut. Le plat mijote, s'imprègne de 1000 parfums. 3 heures plus tard, le mulet farci est prêt à être servi. Autour de la table, toutes les couleurs du métissage à la Saint-Louisienne. À côté de Madeleine, son mari, hollandais. En face, ses 2 enfants, métis. Et Marie-Caroline, confiée par Madeleine. On rencontre ici des gens de multiples ethnies, on rencontre effectivement la place de tout le monde. Ça, c'est un exemple pour le monde d'aujourd'hui, je crois. C'est pas que le passé, c'est aujourd'hui où on parle de mondialisation. Je suis persuadée que Saint-Louis peut être un bel exemple pour montrer qu'on peut construire dans la cohésion, dans la différence. Une belle soirée s'achève à Saint-Louis. Avant la grande fête du carnaval. Deux jours plus tard, c'est le grand jour. À la tombée de la nuit, on entend les premiers tambours dans la ville. Ils annoncent le début des festivités. Dans son atelier, Madeleine vérifie une dernière fois ses costumes de signard. Les robes sont couvertes de pagnes africains, richement tissés par les artisans locaux. Je pense que tout est parfait. Les Saint-Louisiens vont enfin découvrir ces belles tenues. Les jeunes femmes partent vers la place centrale de la ville. Elles font revivre une tradition très ancienne, quand les riches familles métisses se rendaient à la messe de minuit, éclairées par des lampions que portaient leurs esclaves. Aujourd'hui, les lampions sont devenus les fanals. Impressionnantes formes lumineuses, monuments éphémères. Ils progressent dans la nuit avec majesté. Venus de tous les quartiers, la foule se presse pour les apercevoir et les suivre. Un peu plus tard, les signards et les fanals se rejoignent sur la place Faidherbe pour un grand cortège. C'est ici que l'on va élire le plus bel ouvrage. Ce soir, Saint-Louis célèbre avec fierté 350 ans d'histoire. 3 siècles de métissage des hommes et des cultures. Un autre trésor de Saint-Louis se trouve sur l'un de ses quais.
c'est ce magnifique bateau blanc. Le Bou El Mogdad, le dernier bateau à naviguer encore sur le fleuve Sénégal. Dans les années 50, il transportait le courrier, les marchandises et les passagers vers l'intérieur des terres, jusqu'au Mali. Mais dans les années 80, avec la construction de la route, le bateau devient inutile. Il part dans un autre pays d'Afrique. Il y a 5 ans, un homme a fait revenir ce bateau mythique à Saint-Louis. C'est Jean-Jacques Bancal. Métis lui aussi, et petit-fils de Signard, il est né à Saint-Louis et se bat sans relâche pour sa ville. Jean-Jacques a racheté le Bou El Mogdad avec des associés et l'a entièrement restauré. C'est un véritable musée flottant. Donc on est dans la cabine de pilotage qui est très simple. Donc, il y a une vieille barre en bois avec un indicateur de barre qui n'est pas tout à fait droit, qui devrait l'être. Tout est d'époque. Pour parler à la machine, il y a un micro. On donne les ordres aux mécaniciens. Et sinon, il y a une radio pour parler à la terre, mais il n'y a aucun poste radio à terre, donc il n'y a pas de capitainerie. Il y a une capitainerie à Saint-Louis. Et dès qu'on quitte Saint-Louis, on est les seuls, donc plus personne ne communique avec nous, mais c'est très bien. Comme la cabine de pilotage, les passerelles ont conservé leur charme des années 50. Luxueuse boiserie, cabine tout confort, vaste salle de restaurant. Mais le plus incroyable se trouve dans les entrailles du navire. Dans la salle des machines. Ici, tout est d'origine. Dans ce vacarme assourdissant, Ousmane, le mécanicien, vérifie toutes les pièces avant le départ demain. Un bateau monument qui a rythmé la vie de Saint-Louis pendant des décennies. Il inspire les artistes, comme Ablaye Sissoko. Il chante l'histoire d'un amour entre une jeune fille du fleuve et un pêcheur. Une journée s'achève à Saint-Louis. Demain, Jean-Jacques nous emmènera sur les traces des messageries du fleuve pour un merveilleux voyage. À 1500 km de là, des hommes s'apprêtent eux aussi à faire revivre une page de l'histoire du courrier postal. Nous sommes à Tarfaya, dans le désert marocain. On prépare des avions pour une grande traversée vers le sud, vers Saint-Louis. Le numéro 1 Ouais. Ces hommes sont partis de France il y a 3 jours. Ils participent au rallye Toulouse-Saint-Louis, qui rend hommage chaque année aux pionniers de l'aéropostale, comme Saint-Exupéry, car l'auteur du Petit Prince a vécu dans ce fort, en bord de piste. C'était en 1929. Saint-Ex y fut chef d'escale de l'aéropostale pendant 2 ans. La conquête du ciel africain venait de commencer. De courageux pilotes bravaient tous les dangers pour parvenir à livrer le précieux courrier
vers ce lointain continent. Une formidable aventure humaine, avec ses accidents, mais aussi ses victoires et ses grands noms. Pierre-Georges Latécoère, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry. Des modèles pour tous ces pilotes amateurs qui sont aussi des passionnés d'histoire aéronautique. À l'heure du décollage, la manœuvre est périlleuse. Cette piste de sable est la même qu'à l'époque des pionniers et elle est particulièrement courte. Cap au sud pour Éric et Jean-Louis. Ils participent depuis 10 ans à ce rallye et suivent la route historique de l'Aéropostale. Partis de Toulouse, ils ont déjà survolé l'Espagne, le nord du Maroc jusqu'à Tarfaya. Ils vont maintenant traverser le Sahara, puis la Mauritanie, avant de se poser à Saint-Louis. Le panorama est de toute beauté. Nos deux pilotes ne s'en lassent jamais. Regarde-moi, rien que ces paysages, c'est quelque chose de magnifique. J'ai besoin d'en prendre ma dose pour toute l'année. Il fait à bord, il fait à peu près 40 degrés. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Éric et Jean-Louis font aussi un voyage dans le temps, avec des moyens d'aujourd'hui. Ils ont vécu quand même une partie du désert, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que les moyens de radionavigation n'existaient pas, les cartes n'étaient pas quand même très précises, comme elles le sont aujourd'hui. Eux, ils étaient la tête au vent, et c'était le cap et la montre. Déjà, les machines qui étaient utilisées étaient des machines qui étaient issues de la Première Guerre mondiale. C'était des machines qui étaient peu véloces, peu fiables, d'une conception assez rudimentaire. Et quelque part, nous, quand on se retrouve là aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, on a vraiment l'impression on sent leur présence. Après une journée de vol, voici les premières boucles du fleuve Sénégal. Saint-Louis n'est plus très loin. En arrivant à Saint-Louis du Sénégal, c'est l'ombre de Mermoz qui va flotter sur nous. Il ne faut pas oublier que c'est de là qu'il est parti pour effectuer sa première traversée de l'Atlantique Sud avec du courrier. La piste doit être bonne, mais l'épreuve, à mon avis, elle est bâchée. Regarde. C'est la fin d'un long périple de 5000 km et l'arrivée tant attendue à Saint-Louis. Car leur pèlerinage ne s'arrête pas là. Direction le centre de la ville. Vers un autre lieu de légende, l'hôtel de la Poste. C'est ici que les pilotes de l'Aéropostale venaient se reposer, avant d'entamer la grande traversée de l'Atlantique vers l'Amérique du Sud. Tout ici rappelle le rôle joué par Saint-Louis dans l'histoire de l'aviation. Dans ce havre de paix, une chambre est réservée des mois à l'avance. C'est la 219, celle qu'occupait Jean Mermoz. Est-ce que vous êtes ému là? Oui. Là, c'est des frissons qui nous envahissent et se retrouver quelque part, on rentre dans l'intimité de Jean Mermoz, c'est encore plus que sur le trajet.
On a vraiment l'impression de partager sa vie et ses moments secrets. Bon, c'est un peu de l'imaginaire, mais quelque part, ça fait quelque chose, c'est sûr. Une chambre, ou plutôt un petit musée, à la mémoire du grand aviateur. Photos de famille, de jeunesse, des documents uniques, chargés d'émotions. Car c'est en quittant Saint-Louis pour tenter de rallier le Brésil que Mermoz a perdu la vie, en 1936. Il avait choisi cette chambre pour sa vue imprenable sur le fleuve. Il pouvait ainsi voir le courrier poursuivre son voyage vers l'intérieur du continent. Sur les quais, le Bou El Mogdad signale son départ, comme à l'époque des messageries. Autrefois, sa sirène rythmait la vie de la cité portuaire. Aujourd'hui, plus de courrier à bord. Jean-Jacques emmène des voyageurs à la découverte du Haut-Sénégal, de sa nature et de son histoire. Le départ est toujours un moment délicat pour le capitaine. Il doit prendre d'infinies précautions afin de ne pas heurter le pont, tout proche. Voilà, là c'est passé. Heureusement, on n'allait pas dans le pont. Le risque s'est éloigné. Le bateau peut maintenant voguer en toute tranquillité sur le fleuve Sénégal, vers l'intérieur des terres, où il emportait autrefois ses précieux chargements. Il va suivre la route des anciens comptoirs coloniaux. Richard Toll, Dagana, pour atteindre enfin Podor, à 215 km de Saint-Louis. Le Bou El Mogdad renoue avec l'histoire du fleuve. Quand les caravelles des compagnies de commerce partaient pour plusieurs mois vers des contrées lointaines. Au fil de l'eau, le spectacle est éblouissant. Jean-Jacques a admiré maintes fois ces paysages. Mais pour lui, c'est toujours une grande émotion. Une parenthèse magique. De ce côté, c'est le Sénégal, avec des cultures de riz qu'on voit au loin. Tous les périmètres sont des périmètres rizicoles. De l'autre côté, c'est la Mauritanie. Le fleuve, c'est le trait d'union, en tout cas, entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est un lieu de paix, en tout cas, puisque regardez comme il est paisible. Et on a une ambiance un peu brumeuse, parce qu'on a un petit peu de vent de sable. C'est rare, mais ça arrive. Et ça donne une ambiance un peu, quand même, assez jolie, parce que tout est un peu flou. Je trouve ça très beau, en tout cas, moi. Ce que Jean-Jacques aime par-dessus tout dans ce voyage, c'est la rencontre avec les habitants des rives du fleuve. Il profite d'une escale pour se rendre dans un village situé côté mauritanien. Il est habité par des tout-couleurs, une des nombreuses ethnies de la région. Jean-Jacques est toujours accueilli avec joie.
Tout le monde connaît le fils de Saint-Louis qui a ramené le bateau sur le fleuve. Ils ont l'habitude et puis il fait partie de leur paysage. Il avait disparu mais il est revenu. Donc maintenant, ils savent qu'il arrive. Ils savent même quel jour il arrive. Donc, Souvent on l'attend mercredi, parfois ce mercredi il ne vient pas, l'autre mercredi il vient. Donc s'il passe à l'est, il revient le dimanche. Donc c'est toujours les enfants. Vous voyez les enfants, bon, ils savent que le Bouyel Moukdar va venir aujourd'hui. Donc tous les enfants attendaient l'arrivée de Bouyel Moukdar. Quand le bateau ne venait plus, ces villageois étaient totalement isolés. Les plus anciens ont connu la grande époque, celle des messageries, comme Ahmed Gaouf, 71 ans. André Guillabert. min jii ko ɗo 50 aka yaha kala ɗo ga ari soko heɓima arde e guri ɗe ko tertete yimɓe ha heewa wonno ñanden aka yooɗi ñanden aka yooɗi no fewi bani hecci amen gadda buubaji Soukran et Diarama. Avant la construction de la route, le bateau était le seul lien entre Saint-Louis, la capitale, et ses terres lointaines. Les événements familiaux, comme les mariages, coïncidaient avec les dates de ces passages. Le bateau repart déjà vers une autre escale. Il s'enfonce peu à peu dans les terres. Après quelques heures de navigation, voici Richard Toll, le jardin de Richard. Un ancien comptoir colonial devenu une importante ville commerçante. Elle doit son nom à un Français, le jardinier Richard, qui au début du 19e siècle créa autour de la ville un fabuleux jardin expérimental. Un poumon vert en pleine brousse, dont il reste aujourd'hui cette végétation luxuriante. Elle cache un incroyable vestige. Une folie que fit construire le baron Roger, premier gouverneur civil du Sénégal entre 1822 et 1830. Visionnaire et mégalomane, le baron voulait faire ici un petit Versailles, un château au beau milieu de l'Afrique. Mais l'imposante bâtisse est aujourd'hui bien mal en point. Jean-Jacques a rendez-vous avec le conservateur du lieu. C'est vous, Alain? Oui, c'est moi, Alain. Alain se bat depuis 29 ans pour entretenir la folie, avec 3 fois rien. On peut visiter la maison? Ça, c'est des pierres qui venaient d'Europe? C'est les dalles de pierre qui venaient d'Europe. Et les carreaux aussi, ils sont un peu poussiéreux, mais ils sont magnifiques. Hein. Ça, c'est des carreaux qu'on ne trouve plus. Hein. C'est du grès, taillé. Ouais. Cette demeure porte encore la marque de son passé prestigieux. Le gouverneur recevait ses hôtes dans cette vaste salle, baignée de lumière. Il y vivait dans le confort. Ici, une grande cuisine. Là, une salle de bain. Une pièce rare pour l'époque, même en Europe. Et il est où le baron? Il est là, c'est maintenant, c'est mal. Chez vous, le baron? Ça fait mal de les voir comme ça délabrés. Mais je suis là comme ça. Vous voyez, si je n'étais pas là, tout serait parti en fumée. Le problème, c'est qu'on peut être triste de la voir dans cet état, mais on peut être aussi heureux de voir qu'elle est encore debout. Et donc, moi, je préfère toujours le côté positif. Et je me dis, finalement, il y a de la poussière, mais il y a les carreaux. Il y a les murs qui sont là, donc il y a les fenêtres en piche-pain, il manque des barreaux, mais on peut les remplacer. Moi, je pense qu'elle est encore préservée, elle va être restaurée. Et le côté positif, c'est qu'on se dit, on peut y arriver. Merci, mais je vais faire attention, je me tiens. J'ai l'habitude des bateaux. Alain connaît mieux que personne l'histoire de ce lieu.
Les marques sont raides, hein? À l'époque du baron Roger, cette vaste terrasse permettait de défendre le château. Avec des fortifications, là, ils mettaient des militaires. Ils mettaient des militaires avec des tireurs d'élite. Elle offre une vue magnifique sur les anciens jardins de Richard. Mais elle a aussi beaucoup souffert. Quand même la partie la plus importante à refaire, le toit. Ce qui est le plus coûteux. Tout le reste, ça peut être fait avec finalement des moyens raisonnables. Mais la toiture, c'est ce qui permet à une maison de durer. Et là, elle commence à être dans un état qui nécessite une intervention rapide. Jean-Jacques et Alain espèrent que la folie pourra être sauvée à temps. Comme ce fut le cas pour d'autres lieux chargés d'histoire que l'on croise au fil du fleuve. Voici Dagana, dont les quais de chargement déserts et les maisons aux couleurs délavées évoquent Saint-Louis et ses belles demeures. Plus loin, Pot d'Or, qui fut un comptoir prospère et une importante place forte. Le périple du Bou el Mogdad se termine ici.